Au cœur des années les plus tendues de la guerre froide, alors que les puissances mondiales cherchaient frénétiquement à concevoir l'arme capable de renverser l'équilibre des forces, une silhouette encore inconnue sortit des ateliers britanniques et fit frémir les analystes militaires. Ce n'était pas un mastodonte d'acier, ni un colosse lourdement blindé. C'était un engin si léger que certains observateurs crurent d'abord à une erreur de classification, un véhicule destiné à l'entraînement ou au transport. Pourtant, dès qu'il se mit en mouvement, les doutes disparurent. Une accélération brutale, une agilité presque irréelle et une signature visuelle si basse qu'elle semblait défier la logique. Ainsi naquit le FV-101 Scorpion, un char dont la vitesse allait bientôt devenir une arme en soi. L'idée avait germé dans l'esprit des stratèges britanniques au milieu des années 60, lorsque l'armée du Royaume-Uni lança un programme visant à créer une famille de véhicules capables d'opérer sur des terrains où les chars classiques s'enfonçaient, s'immobilisaient ou s'épuisaient. La mission était simple à formuler, mais terriblement complexe à exécuter. Concevoir un blindé capable de reconnaissance offensive, d'infiltration rapide et d'extraction immédiate, tout en conservant suffisamment de puissance de feu pour survivre à une rencontre imprévue. Le résultat devait être un véhicule de la série CVRT, mais personne ne s'attendait à ce que l'un d'eux devienne un phénomène planétaire. Lorsque la société Alvis reçut en l'année 1967 la demande de construire 30 prototypes, ses ingénieurs comprirent immédiatement qu'il faudrait briser les conventions. Ils optèrent pour un choix radical, un blindage entièrement en aluminium soudé. Ce métal, bien plus léger que l'acier, permettrait d'atteindre une mobilité exceptionnelle. Mais ce pari audacieux présenta un défi nouveau, car il fallait garantir une protection suffisante contre les projectiles de 14 mm et contre les balles perforantes de 7 mm 62. Les équipes développèrent alors un traitement interne, empêchant une combustion rapide en cas d'impact, et intégrèrent une hermétisation totale du châssis, le rendant résistant aux menaces nucléaires, chimiques et biologiques. Au lieu de se satisfaire de tests théoriques, les Britanniques décidèrent de pousser l'engin dans les environnements les plus extrêmes du globe. Dans le froid mordant de la Norvège, les prototypes traversèrent des plaines gelées, où même les chenilles les plus robustes perdaient leur adhérence. En Australie, le soleil écrasant mit à rude épreuve la mécanique. Au Canada, l'humidité et les sols détrempés testèrent la pression au sol exceptionnellement basse du Scorpion, comparable à celle d'un fantassin. Et à Abu Dhabi, les dunes mouvantes révélèrent sa capacité à maintenir sa vitesse, là où d'autres véhicules s'enfouissaient comme dans un piège. Partout, le même constat s'imposa. Le Scorpion se jouait des obstacles. Il ne luttait pas contre le terrain, il le contournait, l'exploitait, s'y adaptait comme si la machine possédait une logique propre. Sa petite taille, qui aurait pu être un handicap, devint un atout stratégique. Difficile à repérer, presque impossible à cibler à longue distance, il apparaissait comme un prédateur discret, souvent invisible jusqu'à l'instant où il frappait. Les essais furent si concluants qu'en mai 1970, le Royaume-Uni valida son entrée en service, commandant 275 exemplaires pour commencer. Sous son blindage de 8 tonnes à peine, un moteur Jaguar J60 lui donnait une énergie presque insolente. Et même si ce moteur serait plus tard remplacé par des diesels Perkins ou Cummins, l'essence même de la machine restait inchangée. Aller plus vite que tout ce que la guerre terrestre avait connu jusque-là. Non seulement il se déplaçait rapidement, mais il le faisait avec fluidité. Son profil bas, ses flancs inclinés et sa tourelle capable de pivoter sur 360 degrés en faisaient un instrument pensé pour la surprise et l'initiative. Avec son canon de 76 mm, il demeurait une menace crédible, même pour des adversaires théoriquement plus puissants. Et pourtant, malgré ses qualités, personne ne se doutait encore que ce char allait un jour porter un record mondial et inscrire son nom dans l'histoire comme l'engin blindé le plus rapide jamais produit. Alors que le Scorpion entrait officiellement dans les rangs de l'armée britannique, ce n'était plus un simple prototype prometteur, mais une plateforme mécanique dont l'architecture fascinait tous ceux qui l'approchaient. Chaque élément de sa conception semblait répondre à une seule obsession, obtenir une mobilité que les chars classiques ne pouvaient même pas envisager. Cette priorité absolue avait donné naissance à une structure dont l'efficacité surprenait même les ingénieurs qui l'avaient conçue. La silhouette extrêmement compacte du véhicule
résultait d'un travail minutieux de réorganisation interne. À l'avant gauche, le conducteur occupait un poste dont la visibilité avait été pensée avec une précision presque chirurgicale. Son large périscope diurne lui offrait un contrôle constant du terrain, et lorsqu'il fallait progresser dans l'obscurité ou parmi les ombres mouvantes de zones urbaines menacées, il échangeait son dispositif contre un périscope passif Thales, lui permettant de discerner les reliefs sans trahir la présence du véhicule. Cette capacité à voir sans être vu constituait l'un des atouts les plus précieux du Scorpion au moment où ses missions prenaient forme. À sa droite, le compartiment moteur formait un bloc compact où la mécanique était pensée pour répondre immédiatement aux sollicitations. Le Jaguar J60 était connu pour sa réactivité presque brutale, et lorsque l'armée opta plus tard pour des moteurs diesel Perkins ou Cummins, l'objectif ne changea pas. Offrir au véhicule un souffle régulier et puissant, capable de maintenir une accélération soutenue, même dans les environnements où les chenilles d'autres blindés perdaient leur élan. Cette transition vers le diesel lui permit également d'étendre son rayon d'action, un avantage essentiel lorsqu'il fallait manœuvrer sur de longues distances ou pénétrer des zones difficiles d'accès pour les unités lourdes. Le compartiment de combat, situé à l'arrière, représentait une synthèse remarquable de compacité et d'efficacité. Là où tant d'autres chars nécessitaient un large volume interne pour accueillir leurs tourelles, le Scorpion conservait une structure fine mais parfaitement fonctionnelle. Sa tourelle, actionnée par un mécanisme manuel, démontrait une volonté claire de privilégier la simplicité, la fiabilité et la réduction du poids. Grâce à cette approche, la rotation complète sur 360 degrés ne dépendait pas d'un système hydraulique vulnérable, mais de la force contrôlée de son équipage, garantissant un fonctionnement constant, même en cas d'avarie. Le canon de 76 mm installé à bord représentait son second visage. Conçu par la Royal Ordnance Factory, il offrait une polyvalence remarquable. Il pouvait tirer des munitions explosives capables de neutraliser une position fortifiée, des projectiles fumigènes destinés à couvrir une retraite rapide ou une manœuvre confuse, ainsi que des charges à effet dispersant, particulièrement redoutables à courte distance. Cette diversité d'emplois permettait au Scorpion de répondre à une multitude de situations sans nécessiter l'appui immédiat des unités spécialisées. La présence d'une mitrailleuse coaxiale de 7 mm 62 complétait ce dispositif. Elle servait autant à maintenir un feu nourri en appui de l'artillerie principale qu'à faire face aux menaces surgissant depuis des zones masquées. De plus, les lanceurs de grenades fumigènes montés de part et d'autre de la tourelle permettait une disparition quasi instantanée du véhicule lorsqu'il lui fallait rompre le contact ou se repositionner en quelques secondes. Son châssis hermétique, entièrement scellé, ouvrait une autre dimension d'emploi. Il pouvait franchir des zones contaminées sans compromettre son équipage. Cette particularité le distinguait nettement des autres véhicules légers, qui, dans un contexte de guerre moderne, se trouvaient limités par leur vulnérabilité aux agents chimiques ou biologiques. Le Scorpion, lui, avançait sans hésitation là où les protocoles de sécurité interdisaient le passage des unités conventionnelles. Son aptitude à traverser l'eau constituait encore un élément de surprise pour ceux qui le découvraient. Capable de flotter grâce à son faible poids, il franchissait des obstacles aquatiques à une vitesse modérée, mais suffisante pour maintenir la continuité d'une opération rapide. Cette caractéristique offrait un avantage crucial. Il n'avait pas besoin d'attendre la mise en place de moyens d'ingénierie lourds, ce qui lui permettait souvent d'ouvrir la voie et de créer un effet de rupture dans les mouvements ennemis. Dans le domaine de la communication, le Scorpion disposait d'un système radio robuste, garantissant des échanges clairs même dans des environnements saturés d'interférences. Associé à des dispositifs de vision nocturne efficaces pour le tireur comme pour le conducteur, il devenait un instrument parfaitement adapté aux missions où les décisions se prenaient dans l'urgence et la discrétion. Pendant que ces caractéristiques se mettaient en place, la production s'accéléra. Plus de 3000 exemplaires de la série CVR-T furent construits, renforçant les forces britanniques, puis celles de nombreuses armées étrangères. Mais ce n'était là qu'un prélude à la manière dont ce char allait révéler son potentiel dans des environnements opérationnels où sa légèreté et sa rapidité feraient la différence. Lorsque le Scorpion quitta les parcs militaires britanniques pour rejoindre les unités opérationnelles, il entra dans un monde où la théorie devait céder la place à la réalité brute du combat.
Ce char léger, conçu pour aller vite et frapper avant que l'adversaire ne comprenne ce qui lui arrivait, allait désormais révéler sa véritable nature dans des théâtres où les conditions semblaient vouloir briser toute mécanique. Sa première grande épreuve eut lieu bien loin de l'Europe, dans les paysages austères de l'Atlantique Sud, où les forces britanniques se déployèrent pour reprendre un territoire isolé, balayé par les vents et recouvert de tourbières traîtresses. Dans ces terres détrempées, où chaque pas d'un fantassin s'enfonçait et où les véhicules lourds perdaient leur cohérence directionnelle, le Scorpion démontra un avantage rare. Sa pression au sol incroyablement faible lui permit de progresser là où les solives se dérobaient. Les équipages découvrirent qu'ils pouvaient traverser des zones où les véhicules légers à roues s'immobilisaient après quelques mètres. Bien que les blindés argentins ne se soient jamais retrouvés face à lui dans un affrontement direct, sa seule présence créa un effet psychologique notable. Les rapports mentionnaient une inquiétude constante chez l'adversaire, qui redoutait l'apparition soudaine d'un char capable d'approcher presque sans bruit avant d'ouvrir le feu. Un incident marqua durablement l'esprit de ceux qui servaient à bord du véhicule. Lors d'une progression rapide à travers un terrain jonché d'obstacles invisibles, un Scorpion roula sur une charge enfouie. L'explosion projeta un nuage épais de particules qui enveloppa instantanément la machine. Lorsque la poussière retomba, les observateurs s'attendirent à découvrir une carcasse disloquée. Pourtant, la structure en aluminium, malgré une déformation évidente, avait conservé sa cohérence, protégeant intégralement l'équipage qui en sortit indemne. Cet épisode renforça l'idée que la légèreté du Scorpion n'était pas synonyme de fragilité. À peine cette opération achevée, le véhicule fut envoyé sur un autre théâtre totalement différent. Le climat désertique du Moyen-Orient devint un laboratoire grandeur nature pour tester son endurance. Engagé au sein des forces britanniques lors de la libération du Koweït, il arriva dans un environnement où la chaleur accablante neutralisait souvent les systèmes mécaniques des blindés. Pourtant, les unités équipées de Scorpion purent manœuvrer avec une régularité remarquable. Leur capacité à changer de position rapidement, à se dissimuler derrière les ondulations du terrain et à effectuer des reconnaissances profondes sans ralentir l'avancement des unités motorisées fut saluée par les commandants sur place. Dans ce théâtre, la coordination entre les unités au sol et les véhicules aériens de transport révéla un aspect peu connu du Scorpion. Grâce à son poids réduit, il pouvait être embarqué dans un Lockheed C-130 Hercule avec une facilité surprenante. Certains exercices montraient même que 2 véhicules pouvaient être insérés simultanément dans la soute, permettant des déploiements accélérés dans des zones où l'infrastructure routière était inexistante. Cette capacité à être transporté rapidement renforçait son rôle dans les missions exigeant une présence immédiate. Les opérations menées en zone tropicale confirmèrent d'autres qualités du véhicule. Dans les jungles épaisses où l'humidité saturait l'air et où les pistes disparaissaient sous un tapis végétal, le Scorpion avançait grâce à sa puissance continue et à son aptitude à évoluer dans des sections où les chenilles risquaient de s'enliser. Les équipages racontaient que, lors des missions d'appui dans les forêts de Belize, il devenait parfois la seule machine capable de garder une vitesse permettant d'éviter les embuscades. Les régions arctiques offrirent encore un nouveau contraste. La glace, la neige accumulée et les longues nuits infranchissables représentaient un défi pour tout engin militaire. Pourtant, le Scorpion, équipé des périscopes nocturnes les plus récents, progressait dans le silence des vastes plaines gelées et servait souvent de guide aux unités mécanisées plus lourdes. La régularité de sa mécanique dans ces conditions extrêmes surprit même les techniciens qui l'avaient conçu, habitués à voir les moteurs souffrir dans ces températures. Les exercices de préparation aux missions réelles ajoutèrent une dimension supplémentaire à son histoire. Durant les manœuvres de grande ampleur appelées Glory Hawk, les équipages furent entraînés à effectuer des conversions rapides, à réagir à des situations imprévues et à exploiter la rapidité de leur machine comme un levier tactique. Chaque session renforçait leur capacité à anticiper les mouvements ennemis et à agir avant que la menace ne devienne critique. Au fil de ces engagements successifs, le Scorpion acquit une réputation singulière, celle d'un char qui n'imposait pas sa force par son poids ou son volume, mais par sa capacité à surgir là où on ne l'attendait pas. Sa vitesse de réaction, son aptitude à franchir les obstacles naturels et son profil discret
en faisait un adversaire déroutant pour quiconque tentait de le suivre ou de l'intercepter. Les conflits où il fut engagé confirmèrent que son agilité constituait un atout rare dans une époque dominée par des blindés massifs. Lorsque le Royaume-Uni réduisit progressivement l'emploi du Scorpion dans ses unités de première ligne, son histoire était loin d'être terminée. Au contraire, ce fut à ce moment-là que le blindé trouva un second souffle, porté par des armées étrangères qui virent en lui non pas un vestige d'une époque passée, mais une solution adaptée à des besoins très concrets. Sa légèreté, sa rapidité d'exécution et sa facilité d'entretien en firent un choix privilégié pour des pays dont les terrains de confrontation variaient du désert brûlant aux vallées montagneuses. En Belgique, il devint un outil essentiel pour les missions de surveillance dans des zones où la mobilité rapide conditionnait la réussite. Les équipages belges appréciaient particulièrement la simplicité des systèmes à bord, qui permettaient d'intervenir rapidement en cas de problème mécanique sans immobiliser la machine pendant de longues périodes. Dans un environnement où chaque minute de disponibilité comptait, cette robustesse technique constituait un avantage décisif. En Espagne, où les reliefs alternaient entre plateaux arides et régions montagneuses, le Scorpion se révéla être un blindé capable de s'adapter sans qu'il soit nécessaire de modifier profondément son équipement. Les forces espagnoles les employèrent comme véhicules d'éclaireurs, profitant de son aptitude à progresser sur des sols instables ou abrupts. Cette capacité à conserver une vitesse constante, même en terrain accidenté, lui permit de jouer un rôle central dans la surveillance des zones frontalières ou isolées. Plus loin, en Amérique du Sud, plusieurs nations virent dans ce char une réponse à leurs défis stratégiques. Au Venezuela, il devint un acteur fréquent des patrouilles déployées dans des régions reculées où les routes se transformaient en pistes incertaines après chaque saison des pluies. Sa faculté à traverser des zones détrempées tout en gardant une trajectoire stable constituait une garantie indispensable pour les missions menées loin des infrastructures principales. Les équipages mentionnaient souvent la sensation paradoxale d'être à bord d'un blindé qui se comportait presque comme un véhicule léger. En Bolivie et au Chili, la géographie imposait un autre défi, l'altitude. Les montagnes confrontaient les moteurs traditionnels à une chute de performance notable. Pourtant, les versions diesel du Scorpion, adaptées pour offrir un couple régulier, réussissaient à conserver une puissance suffisante dans les zones d'altitude où d'autres véhicules perdaient leur efficacité. Cette singularité fit du Scorpion un instrument apprécié pour les missions de reconnaissance dans des régions isolées des Andes. Dans des contextes encore différents, comme au Honduras ou aux Philippines, il trouva une utilité dans des opérations contre des groupes armés opérant dans des terrains imprévisibles. Les unités y utilisaient la mobilité du véhicule pour couvrir rapidement de larges secteurs, souvent dans des sols mêlant humidité, végétation dense et surfaces accidentées. La rapidité de réaction offerte par le Scorpion permettait d'intervenir avant que les adversaires ne puissent se disperser ou se retrancher profondément. En Afrique également, son impact fut notable. Au Nigeria, où les forces armées devaient opérer dans des régions alternant marécages, savanes et zones rocheuses, sa capacité à franchir successivement des terrains totalement différents sans ajustements techniques complexes en fit un équipement polyvalent. Dans ces régions, l'endurance du blindé et la fiabilité de ses moteurs diesel étaient particulièrement valorisées, car les opérations exigeaient souvent de longues distances parcourues sans soutien logistique immédiat. Dans la péninsule arabique, Oman et les Émirats arabes unis virent dans le Scorpion une opportunité d'améliorer leurs unités de reconnaissance. Dans ces vastes plaines désertiques, où les distances semblaient se déployer à l'infini, il se déplaçait avec une aisance surprenante, conservant sa vitesse sur des sols où le sable engloutissait habituellement les véhicules lourds. Les équipages appréciaient sa stabilité en mouvement et la réactivité de sa tourelle, qui leur permettait d'identifier une menace et d'agir avant que l'initiative ne soit perdue. Même en Iran et en Jordanie, deux pays confrontés à des contextes militaires complexes, le Scorpion trouva une place stratégique. La rapidité de déploiement et le faible poids logistique qu'il représentait permettaient aux commandants de le projeter dans des zones éloignées sans compromettre la mobilité générale de leurs forces. La faculté du blindé à opérer dans des zones arides, tout en supportant des températures élevées, le rendait particulièrement fiable pour les patrouilles prolongées. Au fil de ces déploiements internationaux, un constat s'imposait. Chaque pays trouvait dans le Scorpion une utilité qui lui était propre.
Là où certains cherchaient un véhicule rapide pour la surveillance frontalière, d'autres voyaient un engin capable de couper la retraite à des groupes mobiles, tandis que d'autres encore y découvraient qu'une solution idéale pour des terrains où la plupart des blindés perdaient leur mobilité. Le Scorpion, loin d'être une machine uniforme dans ses usages, se transformait en outil tactique adaptable aux besoins de chaque région. Cette diffusion mondiale prépara le terrain pour un événement totalement inattendu, un exploit qui ne se déroula ni dans un désert, ni sur un champ de bataille, mais sur une route britannique, où un seul exemplaire allait écrire une page spectaculaire de l'histoire mécanique. Alors que le Scorpion poursuivait sa carrière sur plusieurs continents, un épisode totalement inattendu se prépara loin des champs de bataille. Aucun déploiement militaire, aucune opération de reconnaissance ni aucune mission de soutien ne pouvait laisser présager ce qui allait se produire sur une route britannique au début du XXIe siècle. Pourtant, c'est dans ce contexte civil, bien loin des tensions internationales, qu'un exemplaire du blindé allait réaliser un exploit qui marquerait définitivement son nom dans l'histoire des véhicules de combat. Le protagoniste de cette transformation étonnante était Roy Hopkins, un ancien membre de l'armée britannique qui connaissait intimement les caractéristiques de la machine. Pour lui, le Scorpion n'était pas seulement un blindé utilisé pour les missions rapides ou la surveillance. C'était une plateforme dont le potentiel n'avait pas encore été pleinement exprimé. L'homme ne cherchait pas à démontrer une puissance de feu, ni à revivre un passé opérationnel. Son but était tout autre. Comprendre ce que cette mécanique pouvait accomplir lorsqu'elle était libérée des contraintes de la guerre. L'intervention la plus audacieuse eut lieu sous le capot. Le moteur original, un Jaguar J60 à essence, avait servi fidèlement pendant des années, mais Hopkins savait que pour atteindre des performances inédites, il fallait lui substituer une mécanique différente. Il choisit donc un moteur diesel Perkins T6.3544, bien plus coupleux et capable de délivrer une accélération continue sans perte d'efficacité. Ce remplacement n'était pas simplement une mise à niveau technique. Il transformait littéralement la façon dont le blindé réagissait, créant une dynamique nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Lorsque le moteur fut installé, les premiers tests révélèrent immédiatement un changement profond. Le Scorpion gagnait en vigueur à chaque poussée sur la commande. Ses chenilles transmettaient la puissance avec une régularité impressionnante, et la machine semblait désormais prête à explorer une dimension qu'elle n'avait jamais abordée durant ses décennies de service. Ce qui s'annonçait n'était pas un simple essai de performance, mais une tentative destinée à franchir une limite jamais atteinte par un char de série. Le 26 mars 2002, Hopkins prit place dans le blindé spécialement préparé, déterminé à inscrire un exploit qui attirerait l'attention du monde entier. La route choisie offrait suffisamment de distance pour permettre une accélération progressive. Chaque mètre parcouru permettait au moteur de libérer un peu plus de son potentiel. Au début, le Scorpion avança avec une fluidité bien connue de ceux qui l'avaient conduit dans des environnements difficiles. Mais dès que la puissance fut pleinement engagée, le véhicule révéla une facette que personne n'avait imaginée. Les témoins observèrent l'engin gagner en vitesse avec une aisance inattendue. Les vibrations légères de la carrosserie témoignaient de la mécanique qui donnait tout ce qu'elle avait, et les chenilles, parfaitement alignées, avalaient le sol avec une régularité presque hypnotique. Hopkins maintenait le contrôle, ajustant constamment sa trajectoire pour tirer le meilleur de la machine. Puis, lorsque l'accélération atteignit son apogée, le Scorpion franchit la barre qui le séparait de l'histoire. Il enregistra une vitesse de 51 miles 10 centièmes par heure, un record mondial pour un char de production. L'annonce de cet exploit fit rapidement écho dans les milieux spécialisés. Ce n'était pas la puissance de feu, ni la technologie numérique, ni les systèmes de protection qui avaient donné au Scorpion sa reconnaissance tardive, mais sa capacité à aller plus vite que n'importe quel autre blindé construit en série. Une machine conçue pour la reconnaissance devenait soudain le symbole d'une performance pure, d'une vitesse que personne n'avait jugée possible pour un véhicule chenillé de sa catégorie. Après cette journée exceptionnelle, le Scorpion continua d'être utilisé dans diverses forces armées, mais son âge avancé finit par imposer une transition naturelle vers des modèles plus récents. Les unités qui l'avaient servi loyalement commencèrent à le retirer progressivement, non pas parce qu'il avait perdu sa pertinence, mais parce que les doctrines modernes demandaient des systèmes intégrant davantage d'électronique et de capacités de communication avancées. Ainsi,
Sans cérémonie, ni tribune publique, les derniers Scorpions quittèrent les parcs de maintenance pour être stockés, vendus ou transformés en véhicules non opérationnels. Pourtant, malgré cette sortie discrète, personne n'oublia ce qui s'était produit ce jour de 2002. Le Scorpion, un blindé né dans les tensions de la guerre froide, employé aux quatre coins du monde et façonné pour traverser les terrains les plus hostiles, avait conclu son histoire non pas dans la poussière des combats, mais dans un éclat de vitesse qui défiait tous les pronostics. Aujourd'hui encore, cet exploit reste associé à un véhicule qui avait été conçu pour aller vite, mais qui dépassa toutes les attentes lorsqu'il fut libéré de son rôle traditionnel. Son dernier sprint, bien loin des champs de bataille, scella une carrière que peu de machines militaires peuvent revendiquer, celle d'avoir marqué son époque du premier au dernier jour.